Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie. Nous accueillons ce soir pour cette deuxième séance autour du cycle La vie selon Catherine Larère. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de philosophie émérite à l'Université Paris 1 Sorbonne, spécialiste des questions de l'environnement. Nous avons entendu lors de la première rencontre le point de vue sur la vie d'une historienne des sciences et spécialiste, elle aussi, de l'environnement, Valérie Chansigo. Avant d'entendre votre point de vue, de vous laisser développer votre définition de la vie, permettez-moi de vous demander une question un peu personnelle. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ces questions environnementales, à l'écologie? Est-ce que c'est un livre, un événement? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui a décidé de votre engagement intellectuel pour la nature? Alors, pardon. C'est un peu le hasard. En fait, je suis spécialiste de philosophie politique, et plus particulièrement d'études des Lumières du XVIIIe siècle, de Montesquieu. Et je me suis trouvé, alors par une série de hasards de gens qui connaissent des gens qui... Bon, bref, je me suis retrouvée en 1992, donc l'année où le sommet de la Terre s'est tenu à Rio de Janeiro, au Brésil. Je me suis retrouvée au sud du Brésil, à Porto Alegre, dans un colloque qui portait sur l'éthique environnementale. Je ne connaissais rien à l'éthique environnementale. Ça vous a plu? Exactement. J'ai rencontré les spécialistes américains. Il y avait les principaux spécialistes américains d'éthique environnementale. L'éthique environnementale, c'est la réflexion morale sur les rapports entre l'homme et la nature, et qui s'est développée aux États-Unis en particulier, mais particulièrement aux États-Unis depuis les années 70. Donc je les ai rencontrés là, j'ai discuté avec eux, et retour en France. Alors bon, j'avais au niveau carrière, j'étais professeur d'université, donc j'étais un petit peu tranquille. Et donc je me suis lancée là-dessus pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles il y avait le fait que mon mari est agronome, spécialiste de sociologie rurale, qu'il a été l'assistant de René Dumont, qu'il a travaillé sur la forêt, et que donc on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler ensemble. Et donc on s'est mis à travailler sur ces questions d'environnement. On a publié un premier livre en 97, Du bon usage de la nature, qui a rencontré un certain intérêt, en particulier dans les milieux de protection de la nature. Et voilà. Et depuis, on est là-dedans. Alors pendant tout un temps, j'ai continué à travailler en philosophie politique, particulièrement sur Montesquieu et sur les questions d'environnement. Et puis, il y a une telle demande, et puis un tel... Je veux dire, Montesquieu, il est là, il ne va pas écrire de nouveaux livres. Tandis que l'environnement, ça change sans arrêt. Hein. C'est une question qui demande d'être sans arrêt, de se tenir au courant. Il y a toujours des choses à découvrir. Moi, c'est ça qui me passionne là-dedans. Et donc, plus ça va... Enfin, je vais quand même, mardi prochain, à la Brède, qui est l'ancien château de Montesquieu, près de Bordeaux, où je vais parler. Mais je vais vous parler de l'Anthropocène, qui est une question Qu'on abordera peut-être tout à l'heure, c'est tout important. à fait contemporaine. Et comment est-ce que... Donc j'essaie de réunir les deux. Comment est-ce que Montesquieu nous permet de comprendre des choses à l'Anthropocène? Voilà. Donc j'essaie de lier les deux. Mais je suis de plus en plus dans les questions d'environnement. Et c'est un champ très actif en philosophie, c'est vrai, hein, la Non. morale. Non, vous diriez non. On voit beaucoup de livres nous parler de nature et Alors, on plusieurs voit, rédigés par des il y a philosophes. il y a une grosse littérature sur l'environnement. En philosophie, il n'y a pas assez de monde. D'accord. Vous voudriez être plus challengé. On voudrait... Ben oui, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, il y a des noms que vous avez peut-être entendus. Il y a, dans les jeunes, je veux dire, il y a Baptiste Morisot, il y a Virginie Maris, bon, il y a Émilie H. Bon, mais on aimerait qu'il y en ait plus. Très bien. Alors, on va revenir à notre thème du jour, la vie selon. Même si, on l'a compris, vous allez parler aussi de nature. En tout cas, de plus en plus désormais, quand on parle de crise environnementale, on substitue justement au mot nature le mot vie ou être vivant. Vous allez sûrement donner des exemples, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui explique ce glissement déjà? Alors, d'abord, je le constate. Donc, ça fait quand même un certain temps, hein, depuis 1992, que je travaille sur ces questions. Donc, j'ai d'abord travaillé sur la nature.
Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y a un paradoxe dans la pensée de l'environnement, pas seulement en France, mais particulièrement en France, c'est qu'on pourrait penser que l'environnement a fait revenir la nature, qu'on n'en parlait pas beaucoup parce qu'on était trop préoccupé de société, et qu'avec l'importance de l'environnement, que ce soit la protection de la nature, que ce soit tous les problèmes qu'on connaît maintenant, de changement climatique, d'érosion de la biodiversité, d'épuisement des ressources, etc., on allait se mettre à parler de plus en plus de la nature. Or, ce qui est curieux, c'est que, en fait, la nature est bien revenue sur le tapis avec la montée des questions d'environnement, mais elle est revenue comme un problème et pas comme une solution, ni même comme quelque chose qui va de soi. Et donc, c'est dans ce courant que j'ai constaté que de plus en plus, on parlait de vivant, alors plus de vivant que de vie, plutôt que de parler de nature. Alors je vais donner 2 exemples très différents pour montrer que c'est très répandu. Un premier exemple, c'était un article que je lisais récemment à propos d'un vigneron, d'un viticulteur du midi de la France qui lance des vins nouveaux. Il expliquait qu'il préférait parler de son vin comme un vin vivant plutôt que comme un vin naturel. Alors, il n'expliquait pas pourquoi, on peut trouver des raisons. On peut se dire que peut-être sous le nom de vin naturel, on a souvent bu des piquettes assez... genre, oh, ça c'est tout naturel. Le marketing ne serait pas assez bon. C'est pas trafiqué. Donc, vivant, bon, c'est pas un produit, c'est la chose elle-même, mais c'est assez symptomatique de cette substitution. Là où naturel était la référence, maintenant c'est vivant. Alors, je vais donner une autre référence, là, qui est beaucoup plus spécialisée, et Valérie Chansigo était là, justement. C'était, vous savez peut-être, vous ne savez pas, qu'il y a un Office national de la biodiversité, et que à Arles, à la fin du mois d'août, il y a eu une réunion pour le vivant, justement. Et il y avait... Donc, le responsable en France de l'Agence de la biodiversité avait réuni un certain nombre de gens, dans mon genre et d'autres, Valérie Chansigo, mais aussi des écologues, etc., sociologues, et puis de bas. Et il y a quelqu'un, bon, vous savez, on commence toujours ce genre de réunion avec un tour de table où chacun se présente, dit ce qui l'intéresse, etc. Et à un moment, il y a quelqu'un, je crois que c'était un sociologue, qui a dit je vous suis reconnaissant de ne pas avoir parlé de nature. Et quelqu'un a dit ah oui, nous parlons du vivant. Et pour moi, c'est très représentatif. Alors, on dit vivant là où on disait nature. Je ne suis pas sûr que ça éclaire bien les choses. Alors peut-être que je peux quand même essayer de les éclairer et un peu de préciser. Bon, qu'est-ce qu'on reproche au terme de nature? On reproche au terme de nature d'être, comme on dit, anthropocentrique, c'est-à-dire que dire la nature, c'est dire la séparation entre l'homme ou les hommes et la nature, c'est avoir une vision dualiste. Il y a d'un côté les humains, de l'autre la nature. La nature est un objet. On la domine. Donc, dire la nature, c'est dire la conception qui a produit la situation où nous en sommes. C'est-à-dire qu'on a vu dans la nature quelque chose d'extérieur, dont on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait prendre du pétrole autant qu'on voulait, le brûler autant qu'on voulait, on pouvait cultiver avec tous les phytosanitaires qu'on veut. Et donc, on a l'impression que dire nature, c'est dire... cette domination de la nature, dont on rend Descartes responsable, peu importe, et dont on ne voulait plus. Et donc, à la place de ce terme dualiste, en ce sens qu'il oppose l'homme et la nature, on prend plutôt le terme de vivant, parce que, au contraire, si je vous traite comme un être, si je vous dis vous êtes un être naturel, vous allez me regarder peut-être avec un peu un drôle d'air en me disant mais elle me prend pour un animal ou quoi? Tandis que si je parle de nous comme des vivants, on va tous se retrouver c'est un terme inclusif. Et puis c'est un terme avec lequel on a sans doute
plus d'empathie. La vie, le vécu, c'est quelque chose avec lequel on se sent comme faisant partie d'eux. Donc, de ce point de vue-là, on peut se dire, bon, ne parlons pas de nature, parce qu'on ne sait pas ce qui va se cacher sous ce qu'on dit. En parlant de nature, on va peut-être faire comme si c'était quelque chose qu'on voulait dominer, ou quelque chose qu'on voulait enfermer dans des parcs, parce que la bonne nature, c'est celle où l'homme n'est pas là. Alors que le vivant, c'est parler d'un ensemble, c'est dire que nous sommes tous des vivants, humains et non humains. Donc je crois que c'est dans cette idée-là qu'on a introduit le terme de vivant et qu'il a tant de succès. Allez dans une librairie, regardez, vous verrez le mot vivant et sur le rayon écologie, vous verrez, il y a vivant partout. C'est vrai qu'on l'associe même à des fleuves. Il y a la Loire vivante avec le Parlement, c'est ça, de la Loire vivante, qui est, je ne sais pas si ça dure toujours, mais une initiative pour tenter de doter de statut ce fleuve et de faire en sorte que des représentants défendent ses intérêts. Vous aviez d'ailleurs été auditionné, je crois, dans le cadre de ce Parlement de la Loire. Alors, la Loire vivante... Alors, c'est justement un des problèmes pour moi qui fait que je suis pas convaincue. Ça ne vous va pas. Par cet emploi du vivant, que je vois un petit peu comme une façon non pas de nommer quelque chose, mais au contraire de refuser d'affronter un problème. Alors, prenons l'exemple du fleuve. Je vais venir au Parlement de Loire, mais à ce qui a lancé finalement je reviendrai sur les auditions pour le Parlement de Loire. Un peu avant, en 2017, le Parlement néo-zélandais a reconnu un fleuve, appelé le Wanganui, la qualité, le statut de personnalité juridique, si bien que le Wanganui peut aller en justice, et ses représentants, et qu'il peut se défendre, il peut défendre ses intérêts. Donc, on a fait du Wanganui une personnalité juridique au même titre que vous ou moi, nous pouvons aller au tribunal pour défendre nos intérêts. Alors, le Wanganui, c'est donc un fleuve néo-zélandais, et les représentants de ce fleuve, c'est une population maori qui s'appelle Wanganui, comme le fleuve. Et bon, parce que en Nouvelle-Zélande, les populations qui étaient là avant l'arrivée des colons anglais ont moins été maltraitées que les aborigènes en Australie, si bien qu'ils ont vu ils ont gardé un certain nombre de représentations de l'intérêt, et donc que le Wanganui, le fleuve, soit représenté par ceux qui vivent dans la région, les Maoris qui vivent dans la région et qui portent le même nom, c'est l'aboutissement de longues revendications des populations Maoris en Nouvelle-Zélande. Alors c'est sur ça que, en 2019, ont été lancées les auditions du Parlement de Loire. C'est un écrivain, Camille de Toledo, qui a réuni alors il y a une série de réunions, d'auditions, où il y avait beaucoup de monde. C'était juste avant le Covid. Ça s'est interrompu à cause du Covid, mais moi j'y suis allé une fois, il y avait des salles pleines, et avec l'idée aussi de reconnaître la Loire. Alors on disait Loire et pas la Loire pour bien dire que c'était une personne, Loire donc, comme une personne. Et effectivement, derrière l'idée de personne, de sujet, il y a l'idée du vivant. Alors, il y a eu des débats, ça a été très intéressant, ces auditions. Il y a un livre qui a été publié d'ailleurs. Il y a un problème, c'est qu'un fleuve, c'est pas vivant. Un fleuve, c'est de l'eau, c'est H2O, c'est physico-chimique, c'est sur de la terre. Et donc, c'est un peu gênant que pour défendre quelque chose auquel on tient, on soit obligé d'étendre le terme de vivant à ce qui n'est pas vivant. Et du coup, on restreint son intérêt, nous autres humains, qui avons compris qu'on n'était pas seul au monde, qu'on était sur la Terre, nous restreignons nos intérêts à une partie
de ce avec quoi nous nous retrouvons sur la Terre. Néanmoins, il y a des êtres vivants qui l'habitent, on interagit avec ces êtres. On a vu cet été que les feux de forêt nous ont amenés à reconsidérer la forêt des Landes, non pas comme un décor, mais bien comme des arbres qui sont morts et dont on ne pourra plus tirer les bénéfices, que ce soit économique ou même l'ombre, l'habitat d'autres espèces. Donc, dans le fait d'insister sur la nature vivante de ces plantes, en l'occurrence, ou des poissons qui vivent dans la Loire, est-ce qu'il n'y a pas une légitimité à appuyer sur ce qui est vivant dans ces milieux-là? Je ne vois pas pourquoi restreindre au vivant, c'est oublier qu'il n'y a pas de vivant sans non-vivant, qu'il n'y a pas justement de Loire sans qu'il y ait aussi du physique, du chimique, de la géologie. Pour l'instant, sur le vivant, on en reste finalement à des relations vécues, à ce qui nous attache. On n'est pas dans le travail scientifique. Encore, on va peut-être y venir. Mais dans nos relations avec ce qu'on appelle volontiers un milieu de vie, si on se restreint aux seuls éléments vivants, on laisse tomber ce qui est important, ce qui a... est lié à l'idée de vivant, la transformation. Le vivant, c'est quelque chose qui naît, qui meurt, qui se transforme, qui continue. Donc, qui se reproduit. Qui se reproduit. Donc l'idée d'une histoire. Et pourquoi on fait la différence? Si on prend la racine grecque bios, qui veut dire vie, on fait la différence entre la biologie, qui est la science de la vie, et la biographie, qui est la description, l'histoire de la vie. Alors, nous savons maintenant qu'il n'y a pas seulement des histoires de vous, de moi, des humains, qu'il y a une histoire des vivants, qu'il y a une histoire des animaux, etc. Mais il y a aussi une histoire du non-vivant. Il y avait un géographe et anarchiste qui vivait au XIXe siècle, Élisée Reclus, qui a écrit l'histoire d'un ruisseau, et où il montre, là aussi, il y a le ruisseau, il naît, il a peut-être plusieurs sources, il change, il devient un fleuve. Donc il y a aussi toute une histoire du ruisseau, et c'est avoir finalement une vision très restreinte de ce que je continue à appeler la nature, de s'en tenir uniquement au vivant et de ne pas voir que si on veut continuer avec le vivant, on a besoin d'eau. Alors, va y avoir... vous savez à quel point l'eau est importante. Vous parliez des incendies. On a besoin d'eau. Si on en reste à l'idée que seul le vivant est important, on va avoir une sorte de mépris de l'eau et ignorer finalement faire... Si vous voulez, tout le travail en environnement, c'est de se rendre compte que la nature n'est pas un décor, c'est quelque chose avec lequel nous interagissons. Alors, on comprend assez bien comment on interagit avec les animaux, un peu plus mal comment on interagit avec les végétaux, mais on interagit aussi avec l'eau, on interagit avec la terre, le sol, l'air... le vent, et pour dire à quel point d'ailleurs on ne peut pas séparer le vivant du non-vivant, regardez comment l'un sert de métaphore à l'autre. C'est-à-dire on va à la fois parler du fleuve comme c'était un vivant, mais par exemple quelqu'un qui, je citais dans les philosophes actuels sur les questions d'environnement, Baptiste Morisot, qui est très, lui, il déclare ouvertement dans un de ses livres, je ne parlerai plus de nature, c'est un mot que je n'emploie plus, je ne parlerai que de vivant. Eh bien, il a le titre d'un de ses livres, c'est Ranimer les braises du vivant. Le feu dont vous parliez, c'est pas vivant, c'est chimique. Donc on a besoin, quand on éclaire l'un par l'autre, on a besoin de prendre les deux à la fois. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui explique ce glissement, cette substitution? Pourquoi on en vient à Alors je vous dis notion? directement, il y a la peur de parler de nature. D'accord.
Et l'idée que, alors ça aussi on peut revenir dessus, mais l'idée que faut pas parler de nature parce que en fait, quand on est écologiste ou environnementaliste ou pro-nature, tout ce que vous voulez, justement pas pro-nature, si on parle de nature, c'est un mot qui piège. C'est un mot qui piège, donc on parle plus de nature, et vivant, c'est un mot qui plaît plus. Ça, je pense, bon, c'est une raison, peut-être. Alors, je pense aussi, alors je vais ajouter une autre, alors qui va être d'interrogation critique. On nous a, je veux dire, toute la réflexion sur l'environnement dont je fais partie, une idée répétée sans arrêt, c'est, et avec laquelle moi personnellement je suis en plein accord, nous les humains, nous ne sommes pas à part du reste. Alors je vais continuer à dire nature. Nous ne sommes pas à part du reste de la nature, nous en faisons partie, et donc ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, c'est-à-dire ne voir une espèce de nombrilisme humain où on ne voit que les humains, bon, c'est pas bien. Mais c'est quand même très profondément ancré en nous. Parlez-nous de nous, parlez-nous de nous. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Alors, de même qu'on n'ose plus employer le terme de nature, on n'ose plus parler que des humains. Et parler des vivants, c'est une façon de continuer à parler de nous. Bon, c'est un cache-sexe, en quelque sorte. Si vous voulez. Néanmoins, est-ce que face à la crise environnementale, face à effectivement la situation, vous parlez de la domination de l'homme sur la nature et de toutes les catastrophes que ça a apporté, est-ce que utiliser ce mot de vivant, ce serait pas une manière finalement de dramatiser les enjeux aujourd'hui et donc de tenter de pousser à l'action, si vous voulez, puisque détruire la nature ne nous fait pas agir, peut-être que l'expression détruire les vivants, ça va nous secouer un petit peu. Alors, il y a peut-être de ça. Hein, il y a peut-être de ça. Bon, je vois Aurélien Barraud, qui est un physicien, qui bon, travaille beaucoup dans la, comment dire, le sentiment, hein, l'appel à attention. Attention, nous sommes. Alors, il dit pas nous sommes en train de détruire la nature. Il dit nous sommes en train d'exterminer la vie. C'est peut-être plus fort. Mais personnellement, c'est peut-être le tort qu'il y a à être philosophe. Je ne pense pas qu'on appelle bien à l'action avec des mots inadéquats. Et je pense qu'en ce que j'ai essayé d'expliquer, réduire la nature à la vie, c'est se condamner à ne parler qu'une partie de ce dont nous faisons partie. Nous sommes des vivants, mais nous habitons la Terre, et la Terre, c'est un mélange, hein, ce qu'on appelle la biosphère, la Terre que nous habitons, on ne va pas aux profondeurs du sol, c'est un mélange inextricable de vivants et de non-vivants. Peut-être qu'on y reviendra, mais en tout cas, est-ce qu'il existe dans l'histoire de la philosophie une définition de la vie qui serait classique et puis une définition plus moderne ? Est-ce que, à quel moment on a commencé à parler de la philosophie de la vie, si toutefois ça existe? Alors, si vous me permettez, je répondrai plutôt par la nature. La nature, si vous voulez. Si on prend, bon, on est pour l'instant, hein, on est dans les visions occidentales. Bon, je vais parler un petit peu peut-être des visions non occidentales, des autres cosmovisions. Mais donc, regarder, interroger sur la nature et sur la vie, mais interroger sur la nature, c'est prendre la filiation gréco-latine et européenne. Donc, dans le vocabulaire grec, comme dans le vocabulaire latin, donc en grec, la nature, ce que nous disons comme nature se dit physis, en latin ça se dit natura. Dans un cas comme dans l'autre, physis et natura ont rapport avec la vie. Hein, puisque physis, ça vient du verbe fuen qui veut dire croître. Hein, et donc, physis, nature et vie, c'est la même chose. Et en latin, natura, c'est le participe futur de nascor, ça veut dire ce qui est devant naître. Donc, ce qu'on appelle la nature a rapport à la naissance et à la mort. C'est pour ça que les Grecs faisaient une grosse différence entre ce qui est au-dessus de la Lune, qui est éternel, les astres, etc., et ce qui est
au-dessous de la Lune et qui est soumis, qui est de la nature. Hein. Pour l'ensemble du monde, ils étaient plutôt cosmos. Et la Gaie, la Terre, c'était ce qui est condamné à disparaître, hein, ce qui naîtra. Donc le cycle de la vie et de la mort. Et ça renvoie, alors là on peut généraliser à d'autres sociétés anciennes que la société grecque ou latine, et qui est ce qu'on peut appeler la conception organiciste du monde. Hein. On voyait la Terre comme un grand vivant, sans doute sur des projections anthropomorphiques, et on la voyait volontiers comme une mère ou comme une femme. Hein. Mother Earth, Pachamama, c'est des visions très anciennes où la nature, le terme de nature dans toutes les langues européennes, quand il peut y avoir un genre, hein, mais même en anglais où il y a un neutre, c'est toujours féminin. Mère nature, dame mère nature. Oui, je vous dis Pachamama, Mother, etc. Donc c'est une très longue tradition d'une vision qui assimile la mère, les femmes et la nature. Sur la vie proprement dite, c'est beaucoup moins lieu de projection. Alors, il y a bios, hein, en grec, et alors il y a un certain nombre de philosophes maintenant qui vous disent, on fait la différence entre bios, où il peut y avoir une biographie, donc c'est la vie humaine, et zoé, qui serait la vie animale. Bon, je demande à voir. Mais disons, il n'y a pas cette espèce de totalisation qu'est la nature, c'est plutôt un phénomène. Alors, bon, Aristote, etc. Ça parlait du vivant, mais il me semble que le terme de philosophie de la vie est postérieur à ce qui va suivre cette époque héritée des Grecs et des Latins, d'une vision très organiciste, très de la Terre comme un grand vivant, au point qu'on pensait que les minéraux, ils poussaient dans le sol. Alors, pas aussi vite que les plantes sur Terre, mais bon, l'idée vraiment d'un grand organicisme qui faisait d'ailleurs qu'on condamnait l'extractivisme minier, parce que ça se fait pas, on fouille pas les entrailles de sa mère, quoi. Et quand à l'époque moderne, au XVIIe siècle, à cette vision organiciste va se substituer assez brutalement cette science moderne, celle de Galilée, Descartes, Newton et quelques autres, qui est une science mécanique, hein, des rapports de cause à effet entre des éléments séparés, et que dans ce qui va devenir la science dominante au XVIIe, XVIIIe siècle, et qui aura des applications ensuite, on ne peut plus penser la vie. Hein. Le grand problème de la science moderne, c'est qu'on n'y pense pas la vie. Et donc, on va commencer à se poser des questions sur la vie. Et je pense que c'est à partir de là c'est devant ce qu'une philosophe américaine appelle la mort de la nature, hein, cette mécanisation de la nature qui devient un objet mort, qu'on va commencer à accorder à la vie une importance. Et c'est peut-être pourquoi, par exemple, la vie va avoir tellement d'importance dans la philosophie romantique allemande du début du XIXe siècle, qui est une philosophie qui va à l'encontre de ces courants scientifiques réducteurs. Mais dans quelle mesure c'est l'avancée des connaissances scientifiques qui fait évoluer le concept ? Alors, je crois que c'est vrai pour le concept de nature comme pour le concept de vie. C'est des concepts qui, d'une part, débordent de beaucoup leur élaboration scientifique, mais qui, en même temps, sont très mis en forme par le contenu scientifique qu'ils ont à une époque. Et que donc, on n'a pas la même conception de la nature dans l'Antiquité grecque jusqu'à la Renaissance, à l'époque moderne. Et je crois que notre problème, le problème des gens dont je parlais, puis il faut que j'ajoute, on reviendra peut-être sur Bruno Latour et Philippe Descola, qui sont les grands critiques, hein, de la notion de nature. Ils ont tendance à assimiler
la nature a cette vision mécaniste, dénuée de vie, qu'on en dualiste, on objective la nature, qu'on a au XVIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc, il faudrait voir comment notre concept, notre idée actuelle de nature peut être mise, je dirais, informée, mise en forme, à avoir un contenu avec les développements ultérieurs, parce que ça ne s'arrête pas au XVIIe siècle. On peut dire la même chose de la vie. Hein. À partir du moment où vous avez toute une réflexion... Alors, le problème, si vous voulez, c'est que la science de la vie, c'est la biologie. Le terme de biologie est inventé au début du XIXe siècle par un Français, bon, c'est pas très grave que ce soit un Français, mais il se trouve que c'est un Français, qui est Lamarck, hein, et qui est le premier à, d'une part, échapper au manque énorme de la science du XVIIe et du XVIIIe siècle, qu'il n'y a pas de science de la vie, et il va appeler ça science de la vie, biologie. Hein, c'est la traduction en racine grecque de science de la vie. Et donc, à partir de là, il va y avoir un développement énorme de la réflexion sur la vie qui va informer nos connaissances. Et donc, à la question « qu'est-ce que la vie ?», on peut répondre « regardons ce que nous en disent les sciences de la vie ». Même si l'idée que nous avons de la vie déborde de beaucoup, est à la fois plus large, plus riche, et en même temps, des fois, un petit peu en retard sur ce que nous en disent les sciences. Et en même temps, vous parlez de biologie, mais quand arrive la biologie moléculaire, ça rebat un peu les cartes, non ? Ah, ça rebat les cartes, oui. C'est plus la même chose, la vie. Ça, c'est sûr, à tel point qu'on va changer de mot, on va parler de matière vivante. Alors, effectivement, si vous voulez, si on peut regarder un peu ce qui se passe à partir du moment où le terme de biologie intervient, donc à partir du début du XIXe siècle, où il y a, je dirais, des sciences de la vie. Bon, donc il y a Lamarck qui lance, il y a quand même un nom qu'on ne peut pas ne pas prononcer, qu'il faut prononcer, qui est celui de Darwin. Hein, parce que la théorie de l'évolution, d'abord, depuis le début, hein, on vous parle du vivant comme de quelque chose qui change, et Darwin va montrer que ce qui change, c'est pas simplement que chaque individu, chaque organisme croît, vieillit et meurt, mais qu'il y a une vie des espèces, hein, que les espèces ont une histoire, qu'elles ne sont pas préformées comme on a cru pendant longtemps, une fois pour toutes, mais qu'elles apparaissent, elles aussi, comme des vivants, finalement. Elles apparaissent, elles se développent, et puis elles disparaissent, et elles sont remplacées par d'autres espèces, etc. Donc, et puis elles sont contraintes aussi, elles évoluent aussi en raison de leur environnement. Pardon ? Elles évoluent avec leur environnement également. Tout à fait. Alors, et c'est à partir justement de cette idée-là que un disciple de Darwin va inventer le terme d'écologie comme science des interactions des vivants avec leur environnement. Donc, théorie de l'évolution, qui a aussi une grande importance. Quand je disais, si je vous dis que vous êtes vivant, vous serez plutôt con. Vous faites partie des vivants, c'est quelque chose qui nous plaît. Qui nous flatte. Mais ce que Darwin va montrer, c'est qu'il y a effectivement, de ce point de vue-là, une unité des vivants, en ce sens, comme disait un écologue américain de la moitié du XXe siècle, Aldo Leopold, où il disait, dans une belle phrase, « Nous sommes compagnons voyageurs de l'Odyssée de l'évolution », c'est-à-dire humains et non humains, nous sommes tous les résultats d'une évolution complexe qui va vers plus de complexité. Donc Darwin a fait beaucoup de choses pour penser à l'unité de la vie. Alors, j'ai dit écologie. Alors, effectivement, cette unité de la vie, le problème, si vous voulez, si on veut définir la vie, c'est qu'il faut y trouver une certaine unité et une certaine différence, une unité interne et quelque chose qui dise qu'il y a un ordre de la vie qui est différent du reste. Hein. J'ai essayé de vous dire,
c'est pas facile finalement d'isoler la vie, mais enfin on peut essayer. Et donc, qu'est-ce qui fait l'unité de la vie? Alors on peut dire, bon, c'est cette grande odyssée de l'évolution, c'est tous des vivants, hein, aller au Muséum national d'histoire naturelle, à la grande galerie de l'évolution. Je crois que ça donne une belle idée de ce grand mouvement qui entraîne tous les vivants, on ne sait pas où, hein, mais qui les entraîne quelque part. Je veux dire, il n'y a pas de finalité. Bon. Mais en même temps, on va aussi découvrir l'unité du vivant, au contraire, par le plus petit. Donc, les lois de l'hérédité. Et donc, finalement, confirmer Darwin au niveau des analyses de cellules, la découverte de l'ADN, et on va passer de la cellule à la molécule avec la biologie moléculaire, où, je crois que je l'ai prise, mais je ne vais peut-être pas la retrouver, mais parce qu'elle est très belle, c'est la définition de la matière vivante. Qui est donnée... Oui, c'est pas la peine que je la cherche, je la trouverai pas. Vous pouvez prendre quelques secondes. Ah ben voilà. C'est la définition Alors, pourquoi c'est une définition institutionnelle? C'est la définition du Conseil de l'Union européenne en 1994, qui définit ainsi la matière vivante est réputée matière biologique au sens de la présente directive. Toute matière contenant une information génétique qui est auto-reproductible ou reproductible dans un système biologique, la matière biologique est brevetable. Ah, c'est le mot. C'est le mot. Alors, vous voyez, il y a deux choses. Il y a biologique qui est répété plusieurs fois. Donc, il y a une volonté de dire on est bien dans la vie. Et la vie, c'est ce qui se reproduit. Et c'est ce qui se reproduit, ce qui est auto-reproductible. Bon, mais en même temps, cette vie, elle est encadrée par la matière et de l'autre côté par le brevetable. Or, parler de matière biologique ou parler de matière vivante, c'est réducteur. Pensez que au XVIIe siècle, Descartes, qui n'aimait pas le mot de nature, il trouvait que c'était pas très rationnel. Il disait, je ne parlerai plus de nature, je parlerai de matière. Donc, quand on veut vider la nature de tout l'animisme, hein, de tout l'organicisme qu'il y avait avant, on dit, comme Descartes, on ne va pas parler de nature, on va parler de matière. Vous pouvez dire, quand vous voulez vider la vie de tout ce qui en fait quelque chose qui se continue par soi-même et qu'il faudrait peut-être respecter, on va parler de matière vivante. Et à partir de là, brevetable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut être mécanisé. Ça peut être, vous savez qu'on brevette non pas ce qu'on découvre, mais ce qu'on invente. Il faut, pour qu'il y ait un brevet, il faut qu'on puisse prouver qu'il y a une construction humaine. Hein, on ne brevette pas une découverte scientifique. Donc, parler de matière vivante, c'est dire qu'elle est manipulable par les humains, c'est la mettre du côté de l'artificiel. Donc, et par là même, ce qu'on faisait au niveau moléculaire ou de quelques molécules, cette idée de la matière vivante va tendre à devenir le droit du vivant en général, y compris les organismes. Donc on voit, vous me demandiez la conception scientifique, vous voyez l'importance que ça a. Hein. Alors peut-être pas dans les représentations et encore, plus artistiques, mais au niveau du rapport avec le vivant. Et la technique est un grand moyen qu'ont les humains d'avoir rapport au reste du vivant ou de la nature. C'est extraordinairement important. Est-ce que cette définition pointe du doigt le fait qu'on est peut-être en train de reproduire avec le vivant notre comportement dominateur sur la nature? Tout à fait. C'est pour ça que moi je dis le vivant, ça vous va pas? Ça ne répond pas à ce qu'on attend. Ça ne nous fait pas échapper à ce qu'on reproche à la nature, d'être un terme qui est objectif et qui permette d'être en maîtrise. Vous voyez comment, dans des textes officiels, hein, Conseil européen, on a réduit la vie à la matière. Quelle serait alors votre définition de la vie?
Moi, j'aime bien parler au pluriel. Et donc, je crois... alors, ça peut être un avantage de pas... Parce que, si vous voulez, la vie, hein, et je m'en moque un peu volontairement, la vie, ça pousse à une sorte de substantialisation, ça pousse à en faire une sorte d'entité. Bon, c'est dangereux. Hein. Pensez aux anti-avortements qui se disent pro-life. Hein. Il y a des façons d'être pour la vie dont on peut discuter. Donc, je me méfie des grandes entités unificatrices. De ce point de vue-là, l'avantage justement du vivant, c'est qu'on le met facilement au pluriel. On dit des vivants, et donc ça évite une sorte d'essentialisation dans une grande unité. Le gros problème, c'est que le vivant, ça se traduit pas dans d'autres langues. Hein. Vous ne pouvez pas en anglais dire living, comme ça. Bon, donc, c'est toujours un problème quand on n'arrive pas à traduire un terme, c'est qu'il y a quelque chose... Bon, bref. Et donc, je dirais, moi, j'aurais... D'abord, je suis pas épistémologue et je ne sais pas tout, loin de là. Mais je dirais... Si on voulait définir la vie, il faudrait justement à la fois dire que c'est un ordre distinct, par exemple, de l'inerte, physico-chimique, et ou, de pas sûr, de l'esprit, disons. Hein, ça se discute. Donc il faudrait à la fois montrer que c'est un ordre distinct du reste de ce qui est, et puis d'autre part en montrer l'unité interne. Or, tel que justement à la fois, je dirais, les découvertes, le développement des sciences de la vie, mais aussi nos rapports culturels le montrent, les frontières entre le vivant et le non-vivant, et entre le vivant et l'humain, sont très difficiles à montrer. Hein. Il y a la formation d'un cristal, ça ressemble à des phénomènes vivants. Donc c'est pas facile de dire vous parliez pas des virus, mais on va peut-être parler des virus. Oui, les virus sont-ils ou non vivants? Ça discute. Hein. Si pour un biologiste, non, mais les dernières découvertes montrent qu'effectivement, les virus avec génome, ça nous pose question. Ça pose problème, parce que si on définit le vivant comme ce qui s'auto-reproduit, le virus ne peut pas se reproduire tout seul. Il lui faut d'autres cellules. C'est pour ça qu'il est si ennuyeux, d'ailleurs. Il lui faut d'autres cellules vivantes pour se reproduire. Donc on va dire qu'il n'est pas vivant. Mais bon, on peut donner d'autres... Donc, le virus, par exemple, c'est le cas de... c'est très difficile de cerner les limites du vivant, dire il y a un ordre du vivant distinct du reste. Bon. Et je pense que l'écologie est une des sciences qui montre très bien que tout est interdépendant et il n'y a pas un ordre du vivant à part du reste. Et puis l'unité interne, alors on voit comment, si on fait une unité par le plus petit, genre biologie moléculaire, on s'expose finalement à une sorte de mort du vivant qu'on va pouvoir penser reproduire à merci. Et puis, pendant longtemps, on a pensé, c'est simple, il y a le végétal, c'était dans Aristote, il y a le végétal, il y a l'animal, et l'humain. Il y a 3 règnes. Puis il y a les règnes inertes. On s'est rendu compte que non, il y en a beaucoup plus. Par exemple, toutes les bactéries, elles sont ni végétales, ni animales, et encore moins humaines. Et puis, les champignons, par exemple, on s'est rendu compte que c'était un peu un règne à part. Et que les champignons, alors j'espère qu'il n'y a pas de végétariens ici qui vont être choqués, mais ça ressemble plus à des animaux qu'à des végétaux. Donc, voilà. Le blob fait partie aussi. Le blob, oui, je pense, vous savez, ça se développe. On en a emporté sur la Lune pour voir comment ça, enfin dans l'espace plutôt, pour voir comment ça se passait. Donc les frontières sont très difficiles et l'unité interne est aussi très difficile. Et il faut faire attention que tout réduire à une seule unité, c'est un mode d'emprise.
Vous fréquentez parfois les astrophysiciens, notamment au Festival d'astronomie de Florence. Quand ils parlent justement de la recherche de vie extraterrestre sur d'autres planètes, comment ça percute avec vos idées? Est-ce que vous avez découvert, en côtoyant les astrophysiciens, que la notion de vie, c'était encore, comme vous le disiez, une autre frontière? Parce que la vie des astrophysiciens, c'est pas du tout la même que ni la vie de la nature, ni même la vie des biologistes, hein. Alors, les astros, effectivement, il y a un festival tous les ans à Fleurance, dans le Gers, qui est un festival international qui réunit des astrophysiciens et qui s'occupe aussi d'environnement, et c'est pour ça que j'y vais, et c'est absolument passionnant. Alors, les astrophysiciens, c'est des gens qui sont très près, enfin, ils sont prêts à toutes les imaginations. C'est des gens qui, bon, c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup la science-fiction, parce qu'ils aiment bien imaginer des mondes parallèles. Et dans ces mondes parallèles, effectivement, il y a les exoplanètes où il peut y avoir d'autres formes de vie. Alors moi j'ai un peu tendance, mais c'est un peu mon côté, je dirais la grosse différence entre un scientifique et un philosophe, c'est qu'un scientifique et les astrophysiciens particulièrement, c'est des gens qui sont dans l'admiration devant la richesse du réel, hein. Et l'astrophysique est une façon d'admirer la variété, l'inventivité. Donc ce sont des gens qui sont très admiratifs. Les philosophes sont des gens un peu plus embêtants. C'est des gens qui ont tendance à être critiques et à se dire ah, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans. Bon, donc je vais jouer mon rôle de philosophe et dire ah, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans. J'ai tendance à penser que dans cette recherche où tout d'un coup on se met à se passionner pour d'autres planètes, à l'idée qu'il y aurait du vivant, il y a une forme d'anthropocentrisme déguisé, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est ce qui pourrait nous ressembler. Mais ce n'est pas certain du tout. Oui, je reconnais que j'ai assez mauvais esprit là-dessus. Oui, d'autant qu'il nous parle de vie carbonée. Enfin, il considère la vie comme des briques élémentaires. On cherche au mieux une bactérie. Et encore, d'ailleurs, on met complètement de côté cette interaction de cet être potentiellement vivant avec son environnement. Et pour moi, c'est là que ce type d'imagination me paraît une imagination assez technologique. Assez comment on peut se représenter les briques, hein, une fabrique du vivant, et que donc c'est un peu la recherche que vous avez par ailleurs en biologie de synthèse ou dans des disciplines où on se dit ben, on va pouvoir arriver donc, à fabriquer la vie. Donc on est un peu du côté de la matière biologique. Est-ce que la vie, ça ne pourrait pas être ce que l'on doit protéger? Alors justement, c'est là que je dis que le discours actuel sur le vivant reprend le discours sur la nature. Je m'explique. Quand on parlait de nature, et de façon relativement innocente, avant que je commence à y intéresser, disons dans les années 60-70, et même ça remonte au 19e siècle, quand on commence à protéger la nature. C'est qu'on pense, alors que ça se passe aussi bien d'ailleurs aux États-Unis, en Amérique du Nord, qu'en Europe, en France. On pense que le développement des sociétés industrielles qui se développent beaucoup à cette époque met en danger ce qu'on pense comme nature, c'est-à-dire des espaces non occupés par les humains. Et on se dit à ce moment-là, il faut protéger la nature. Donc il faut mettre des espèces naturelles à l'abri de l'arrivée humaine. On met sous cloche, en quelque sorte. On met sous cloche. On met sous cloche. Et c'est ce qui va être très reproché. On va montrer d'abord que ça n'existe pas. Hein. Des endroits de nature où les hommes n'ont jamais mis les pieds, ni les mains, il n'y en a pas. Où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, hein, pour parler comme Hergé, il n'y en a pas. Et puis surtout, on va pouvoir, vous savez, cette phrase de Descartes qu'on répète sans arrêt, où Descartes annonce dans le discours de la méthode que grâce aux techniques, nous deviendrons comme maître et possesseur de la nature. Et bien à ça, on ajoute, si je peux dire, un codicile, et on va dire comme maître et protecteur de la nature. Donc on a beaucoup reproché à cette vision toujours
de la protection. Qui a conduit, entre parenthèses, à la création des parcs qui a conduit alors les parcs nationaux. Les parcs nationaux, il y en a partout dans le monde, hein, mais je vous dis, ça a commencé aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe. Les séries paysagères de Fontainebleau, c'est même antérieur au Yellowstone et au Yosemite aux États-Unis. Donc c'est de deux côtés, mais on dit, bon, ben, le paternalisme, quoi, c'est une façon encore de dominer la nature, que de la mettre sous cloche pour empêcher les autres d'y arriver. Et donc la réponse, et qui va se développer, bon, en particulier dans cette éthique environnementale américaine, c'est de dire, mais non, la nature, elle existe par elle-même. Elle n'a pas besoin d'être protégée. Et c'est le discours que vous retrouvez. Alors, j'ai beaucoup de sympathie et d'amitié pour Baptiste Morisot, je ne critique pas du tout, mais dans ses livres sur le droit du vivant, ranimer les braises du vivant, il redit sur le vivant ce que les défenseurs de la nature disaient, en disant la nature, la vie, le vivant n'a pas besoin d'être protégé, il est vivant par lui-même, d'où le titre, hein, et la comparaison avec les braises. Ben, si vous gardez bien les braises, eh bien, le feu va se développer. Il n'y a pas besoin de protection et d'intervention humaine. Donc, c'est ambigu, l'histoire de la protection. Peut-être qu'on peut passer aux questions, si vous en avez. Il y a un micro qui circule. N'hésitez pas à lever la main. Ça vous laisse sans voix. Oui, monsieur. L'hypothèse Gaïa de Lovelock, Margulis, ça me parlait de Stanislas Lem, Solaris. On n'a pas compris ce qui vous... L'hypothèse Gaïa, j'ai pas entendu la suite. Oui. L'hypothèse Gaïa de Lovelock. Lovelock, alors vous savez qu'il est mort cet été. Ouais. Margulis. Et Margulis, Éline Margulis. Bizarrement, il y a eu très peu d'articles sur la mort, c'est vrai. Sur la mort de Lovelock. Moi, j'ai reçu un coup de téléphone d'un journaliste de Libération. Je lui ai dit, écoutez, moi, je vais vous parler de l'hypothèse Gaïa, mais je suis vraiment pas spécialiste de l'hypothèse Gaïa. Je lui ai donné le nom du spécialiste de l'hypothèse Gaïa. Puis j'ai rien vu sortir. Bon, peu importe. Alors, l'hypothèse Gaïa, c'est l'idée donc que Lovelock, qui n'est pas un chercheur scientifique, qui est quelqu'un qui travaille aux stations spatiales, dans les stations spatiales américaines, et qu'il vient de l'observation qu'il fait de la Terre par rapport à d'autres planètes et de la différence. Et donc, il va faire l'hypothèse il va travailler avec Lynn Margulis, qui, elle, est une biologiste. Il va faire l'hypothèse que la Terre s'autorégule. C'est-à-dire qu'elle se maintient dans des formes d'équilibre, d'ensemble, de régulation d'ensemble. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle Gaïa, qui est le nom grec d'une déesse de la Terre d'avant l'arrivée du panthéon très masculin avec Zeus, Héra et bon. C'est parce que au moment quand dans les années 70, quand Lovelock formule l'hypothèse, il y a tout un courant de féministes universitaires qui travaillent justement sur ces déesses pré-panthéon officiel grec, qui redécouvrent Gaïa. Et Lovelock, c'est une femme qui s'appelle Charlotte Spretnak, et Lovelock, qui est en contact avec Spretnak, va lui emprunter le terme de Gaïa, donc une déesse, pour caractériser. Vous voyez qu'on retrouve toujours cette vieille idée de la Terre comme une femme. Terre féminine, pour présenter cette conception de la Terre comme un système autorégulateur. Alors, ce qui est intéressant,
c'est que au départ, Lovelock, et alors on dit toujours Lovelock, on parle peu de Margulis, alors qu'ils n'ont pas tout à fait la même conception. Bon, peu importe. Ça va faire rire tout le monde, il va être ridiculisé, on va dire, mais c'est pas un vrai scientifique, etc. Puis en fait, peu à peu, l'hypothèse Gaïa va prendre de l'importance, et maintenant, elle est étudiée dans des lieux aussi scientifiquement respectés que l'université d'Oxford. Et donc, bon, c'est un jeune philosophe, épistémologue, historien des sciences, qui s'appelle Sébastien Dutreuil, qui a fait sa thèse sur l'hypothèse Gaïa et sur la façon dont c'est devenu une hypothèse scientifique. Donc, vous avez l'idée de... En fait, qu'est-ce qu'il y a comme idée? Il y a l'idée de la Terre comme système, c'est-à-dire l'interconnexion de tous les éléments et qui permet une régulation globale qui n'est pas à l'équilibre, qui est plutôt au quasi-équilibre. Bon. Alors, on peut dire que c'est proche du vivant, à ceci dit que si on définit le vivant comme ce qui se reproduit, ben, il n'y a pas de reproduction. Donc, on a là, je dirais encore, un des exemples où on voit que les limites du vivant ne sont pas claires. Non, parce que l'autoreproduction, c'est ce qui arrive avec des systèmes artificiels. Et du coup, comme vous parliez de frontières, la frontière est très floue. Est-ce que des êtres hybrides, augmentés, implantés, restent des vivants? Est-ce que des systèmes nanométriques qui s'auto-répliqueraient pourraient rentrer dans la catégorie des vivants? Alors, il y a une grande fascination sur la vie artificielle. Et sur, finalement, l'espèce de concurrence que ça ferait à l'humain. Et donc, dans cette idée de vie artificielle, il y a, là encore, la médiation technologique. Et moi, ce qui me frappe, c'est que la question de la technique, qui pendant très longtemps a été, on va encore citer Aristote, l'intermédiaire entre la technique, c'est un des grands intermédiaires entre les humains et la nature. À partir du moment où on va parler de philosophie de la technique, ça va être plus que le rapport des humains à leurs propres artefacts. Si bien que la peur, pour moi, hein, la peur parce que c'est une peur, la vie artificielle, hein, des espèces d'aliens qui sont des vivants déguisés. C'est en fait un enfermement, encore une fois, des humains avec eux-mêmes, et qui ne tient pas compte de quelque chose. Alors, il y a un philosophe, quand je vous disais la nature n'est pas finie avec la vision moderne, je pensais en particulier à un philosophe beaucoup plus récent, qui est Maurice Merleau-Ponty, et qui est mort en 1962 ou 61, je ne sais plus, alors qu'il était en train de faire un cours sur la nature au Collège de France. Il était professeur au Collège de France, il faisait un cours sur la nature, et où il en venait à la question de la vie. Et lui, il n'était pas... Il y avait déjà de la cybernétique, il y avait déjà des robots. Il n'était pas du tout inquiet. Pourquoi ? Parce que justement, il cassait cet enfermement de l'humain avec ses propres produits qui risquent de lui voler la vie d'une certaine façon, pour dire, mais la nature, c'est la nature ne cesse pas avec l'artifice, elle se prolonge dans l'artifice. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve que ça dédramatise les questions de vie artificielle, parce qu'en fait, on ne sort jamais de la nature. Et donc, ce n'est pas parce qu'on artificialise un vivant qu'il n'en reste pas moins vivant. Oui, mais à force d'artificialiser, il n'y a plus du vivant. Enfin, c'est tout le drame que l'on vit aujourd'hui. Pas exactement. Alors, j'ai cité Canguilhem, je crois, ou je ne sais plus. Enfin, bon... pas encore, je crois. Pas encore. Georges Canguilhem a été un grand philosophe de la vie et de la connaissance de la vie, et de la connaissance scientifique de la vie, mais aussi de l'extension au vécu. Bon, quelqu'un qui était à la fois médecin et philosophe, et bon, il a écrit entre autres un livre qui s'appelle La connaissance de la vie. Et Canguilhem, dans un article intitulé Machine et organisme, qui date des années 50, disait très bien qu'on a pu concevoir la machine
comme autonome qu'en la calquant sur du vivant. Et que donc c'est en empruntant au vivant certaines caractéristiques, justement l'autonomie, qu'on a pu faire de l'artificiel un rival de la vie. Mais en même temps, cependant, montrait-il très bien, il y a toujours déjà de la vie. Si vous prenez la biologie synthétique, par exemple, life from scratch, comme on dit en anglais, la vie à partir de rien. En fait, c'est pas vrai. On prend des cellules vivantes et puis on les vide d'à peu près tout. Mais on se met toujours dans une vie préexistante. Et c'est un biologiste qui a eu le prix Nobel, François Jacob, qui disait « La vie ne commence jamais, elle continue ». Et je crois que ça, c'est très juste. Et donc, on a, pour moi, quelque chose qui est de l'ordre de l'idée métaphysique d'un surgissement absolu et qu'on pourrait faire surgir la vie. Non, la vie, elle continue dans les artifices que nous créons. Oui, mais la question de l'origine de la vie, elle reste encore irrésolue. Je ne sais pas, c'est pas une question, j'allais dire métaphysique, mais c'est pas gentil pour les métaphysiciens. C'est pas une question un peu naïve. Je veux dire, vous savez, on dit toujours ça que occupe pas mal, ça justement, occupe, les exobiologistes, les notre astrophysiciens. Mais je vous dis, regardez la réponse de Jacob. La vie, elle ne commence jamais, elle continue. Autrement dit, la question de l'origine, c'est un artefact, c'est-à-dire une construction artificielle pas bonne. Je veux dire, c'est complètement narcissique et nombrilique. Où est-ce que nous autres, chacun, d'où venons-nous? Quelles sont nos origines? Quand est-ce que nous avons commencé? On peut répondre, on n'a jamais commencé. Il y a eu de la vie qui a continué et de cette vie, à un moment, a émergé un être organisé, indépendant. Autre question? Oui, allez-y, monsieur. Un des élèves de Canguilhem, c'était Simondo, qui parlait Oui. d'individuation Oui. physico-biologique. Oui. Mais, si vous voulez, Simondon est un de ceux, justement. Alors, Simondon, pour ceux qui ne savent pas, Canguilhem a été son patron de thèse, mais bon, élève de Canguilhem, je ne sais pas s'il aurait admis. Bon, enfin, peu importe. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur la technique et qui a remis en cause, justement, certaines idées de l'autonomie de la technique. Il a montré que l'individualisation technique passait non pas par la création, ce qui est notre idée un peu naïve, la création d'un être de plus en plus autonome, comme nous concevons à tort, mais au contraire par les systèmes techniques, c'est-à-dire ce qui amène l'objet technique à son individuation, c'est sa capacité à se relier à d'autres individus en système. Et Simondo, quand je parlais de la formation du cristal, c'était un passage de Simondon que j'avais en tête, où il montrait justement, si vous voulez, c'est très difficile de faire la frontière entre le vivant et le non-vivant, ne signifie pas qu'on réduit le vivant à du non-vivant. C'est de dire, moi j'aime beaucoup, je l'ai trouvé en préparant cette intervention de ce soir, la phrase de François Jacob, la vie ne commence pas, elle continue. Je crois qu'elle est très, très, très juste. Bonsoir, merci. Les astrophysiciens que vous rencontrez souvent, qu'est-ce qu'ils pensent de la vie en dehors de notre Terre, dans l'espace, dans le reste du monde, de la planète? Bon, vous savez, ils ne pensent pas en général. D'une part, c'est des grands amateurs. Alors, moi, je ne suis pas amatrice je ne sais pas si on dit amatrice, ou amateur, de science-fiction. Non, je marche mal. Je suis plutôt une lectrice de romans policiers, de romans de science-fiction, et c'est un peu exclusif. Donc, j'ai un peu du mal à les suivre. Dans leur imaginaire? Dans leur imaginaire, oui. C'est pas mon imaginaire. Mm-hmm. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais pas, ils pensent.
vais pas dire qu'ils ne pensent pas, hein, je ne suis pas heideggerienne, je ne vais pas vous dire la science ne pense pas, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais ils sont dans l'imagination et ils travaillent sur l'imagination comme on travaille sur un problème de logique. Donc, ce qui les intéresse, c'est de voir les possibles, de les travailler. Ils ne sont pas intéressés par une pensée sur la vie en général. Oui, quand même, ils cherchent la présence d'eau, Oui, la présence non, mais ils peuvent chercher une atmosphère, la zone d'habitabilité. Je veux dire, c'est pas avec une grande idée de la vie. Non, vous avez raison. La semaine prochaine, monsieur, il y aura ici, à la place de Catherine Larère, un astrophysicien. Voilà, Je vous conseille de revenir, oui, voilà, pour évoquer est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, quelle forme aurait-elle et qu'est-ce que ça changerait éventuellement sur notre définition. Et lui ne croit pas beaucoup qu'il y ait de la vie ailleurs. L'unicité de la vie terrestre, c'est une vraie question. Allez-y, ne soyez pas timide. Vous disiez en introduction, Catherine Larère, bon, il n'y a pas assez de philosophes qui travaillent sur ces thèmes-là. Et moi, je vous répondais tout de même sur la nature, justement, et notre rapport. On a tout de même l'impression que l'effondrement, ou du moins le mal que la difficulté de la planète aujourd'hui, et la destruction de nos environnements, ça occupe quand même beaucoup d'esprit. Ah, ça occupe beaucoup d'esprit, ça, il n'y a pas de doute. Mais je pense, alors, les pensées de l'effondrement, je parlais d'anthropocentrisme. Hein, je parlais, alors bon, ça peut avoir différents sens, mais dans la découverte de l'environnement, enfin, telle que moi j'ai pu la faire, par exemple, il y a ce qu'on pourrait appeler un décentrement, c'est-à-dire que on apprend que nous autres humains, on n'est pas les seuls importants. On apprend la Terre, elle n'a pas été faite pour nous, hein, qu'on n'est pas les seuls sur la planète, que tout tourne pas autour de nous. Donc on apprend à ne pas voir, à ne pas tout voir à partir de soi. Et bon, par exemple, ces derniers temps, il y a ce qu'on appelait le tournant végétal. Il y a le livre d'Emmanuel Ecochia sur la vie des plantes, et on a découvert le végétal. Si vous voulez, quand on parle des animaux, on peut se trouver, on y ressemble, quoi. Végétal, bon, on peut avoir de sympathie pour un arbre, mais c'est vraiment une grosse expérience de décentrement. Et donc, moi, je dois dire, c'est ce qui m'intéresse toujours, d'ailleurs, dans la philosophie de l'environnement ou de la nature. Là, et en particulier sur les pensées de l'effondrement, il y a une façon de se recentrer sur les humains. Alors, il y a eu deux choses, si vous voulez, sur ce. Je vais y venir, hein, parce que la question que vous me posiez, mais sur ce, pour dire qu'on en revient toujours aux humains. Là, au départ, bon, ce qu'on a, avec raison ou tort, appelé la protection de la nature, c'était, bon, on a dit les parcs nationaux, c'était loin de chez nous, mais je vous dis, c'était des parcs naturels américains. Bon, on pouvait dire, il y a les humains d'un côté et la nature de l'autre. À partir des années 1960-1970, et de plus en plus, et ça va être net en 1992, avec ce qui est d'ailleurs le 3e sommet de la Terre, mais le premier dont on parle, la question va devenir de plus en plus globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement des problèmes environnementaux locaux, hein, des terrains détruits, etc. Il y a peu de choses plus globales que le changement climatique. Et donc, quand vous prenez la globalité, la Terre dans sa globalité, il y a des humains dessus. Et donc, vous découvrez, par rapport à Gaïa dont vous parliez, dont quelqu'un posait la question de Gaïa, vous découvrez que finalement, bon, ce qui nous inquiète tous et ce qui pousse certains d'entre nous à penser que tout va s'effondrer d'ici très peu de temps, c'est que nous sommes en cause. Hein, on l'a vu avec les incendies dont vous parliez, etc. L'habitabilité de la Terre est en cause. Hein,
avoir du mal à continuer à habiter comme on le faisait, avec une certaine ingénuité. Bon, et que c'est aussi beaucoup de vivants. Hein, je parlais des arbres. Les arbres, ils sont en train de souffrir durement du changement climatique. On parlait d'extinction du vivant, etc. Mais la Terre, Gaïa, justement, Gaïa, elle n'est pas menacée. Hein. C'est pour ça aussi qu'on peut dire qu'il n'y a pas à protéger la nature, parce que, bon, elle n'a pas besoin de nous. Gaïa n'a absolument pas besoin de nous. Gaïa a vécu sans nous. Comme disait Lévi-Strauss à la fin de Triste Tropique, la nature nous survivra. Donc, on se recentre. Mais sur en soi. étant si sûr, la nature survivra parce qu'on le voit bien. C'est pas seulement nous qui tombons malades ou qui. Si vous voulez, ce sont les arbres qui brûlent, les espèces qui oui, disparaissent, mais tout ça. les sols qui s'appauvrissent. Non. Mais bon. Elle va devenir assez hostile. Comme notre disait planète. très bien Isabelle Stengers, hein, qui travaille sur ces questions, tant qu'il y aura des bactéries, Gaïa continuera. Donc on fait un retour en arrière, Ah, mais il y aura ouais. une forme de vie. Oui, nous, on n'y sera peut-être pas. Des quantités d'animaux ou de végétaux n'y seront plus. Mais tant qu'il y a des bactéries, ça continuera sous une autre forme. On ne sera plus là pour le savoir. Donc, c'est pour dire, plus la crise devient grave, plus on se recentre sur nous. Et moins on pense à la nature. Et plus on s'enracine. Alors, c'est là que je disais, cette question de la nature, de se méfier du terme, c'est quand même très spécifiquement français. Il y a une grande tradition d'anti-nature en France, bien antérieure à toute question de crise environnementale, et on est encore dedans. Moi, je peux vous dire, depuis 1992 que je m'occupe de ça, puis 1997 qu'on a publié un premier livre et qu'on a commencé à être invité. Au début, quand je faisais le type de conférence que je faisais maintenant, c'est pas arrivé là. Mais il y avait toujours quelqu'un qui levait la main et qui disait « Mais enfin, madame, mais vous savez bien que la nature n'existe pas. » Ce qui est une vieille tradition française. Et j'ai perdu le fil de ce que je... Disais, les philosophes s'intéressent. Alors moi, je disais, les philosophes s'intéressent beaucoup à eux-mêmes, assez peu à la nature. Et s'ils s'intéressent à la vie, c'est que c'est une façon de s'intéresser aux humains. C'est ça, vous venez de dire que les collapsologues ou les grands défaitistes, eux, ne s'y intéressent plus de ce fait-là. Vous avez écrit un livre, d'ailleurs, une critique de cette collapsologie. Est-ce qu'il y a un moyen d'agir? Est-ce que vous auriez une préconisation? Alors, le livre s'appelle « Le pire n'est pas certain » et essai sur l'aveuglement catastrophiste. Et il a été publié aux éditions Premier Parallèle en septembre 2020. Donc, on l'a écrit en plein Covid. Donc, pour dire, on a vu une catastrophe, on a tous vu, nous autres, humains sur Terre, une catastrophe en direct. C'est-à-dire, on a vu la vitesse de l'épidémie, on a vu que ce n'était pas seulement une crise sanitaire, mais que c'était aussi une crise sociale. Ouais, finalement, pas tellement. Il y en a qui en ont pas mal tiré parti. Bon. Mais bon, qu'il y avait... Et puis, l'effondrement que un collapsologue comme Yves Cochet il définissait comme finalement l'arrêt de tous les services qui permettent la satisfaction des besoins vitaux. Ça, c'est pas produit. On a tenu. On a tenu parce que y a un certain nombre de gens qui ont continué à travailler. Ils sont pas repliés dans des trous sous la terre. Ils sont ceux qu'on a appelés les premiers de corvée, ceux qu'on applaudissait tous les soirs sur le balcon, puis on les a oubliés après, ont tenu et le système s'est pas effondré. Et c'est là-dedans qu'on a écrit « Le pire n'est pas certain ». Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire, ce qu'on remet en question, c'est l'idée que on va... je dis Yves Cochet est peut-être le plus caricatural là-dessus. Pablo Servigne et d'autres sont plus mesurés. Mais l'idée que le monde entier, il va y avoir un effondrement au niveau du monde entier, au même moment, partout et avec la même intensité, non. Ce qu'il y a, et c'est peut-être pas inintéressant, il n'y a pas beaucoup de sorties de livres catastrophistes à cette rentrée, c'est que
on commence à voir que la réalité, ce n'est pas la catastrophe vers laquelle on va, c'est une série de catastrophes locales qui sont extrêmement graves, mais auxquelles on peut faire face. Donc, on n'a pas de remède, hein, mais on a d'abord... arrêtons de regarder dans un futur qu'on ne peut pas voir. Regardons ce qu'il y a. Ne globalisons pas. Ne globalisons pas. Moi, je vous dirais, pour moi, la collapsologie, c'est un avatar malheureux d'une pensée, une pensée écologique qui a eu tendance à ne rester que globale. Je veux dire, vous lisez les rapports du GIEC, vous les lisez d'une certaine façon, vous vous mettez au fond de votre lit ou dans le fond du trou et vous ne bougez plus. Parce qu'au niveau global, on ne peut que lancer des alertes. On n'a pas de pouvoir politique et on n'a pas de pouvoir d'action sur le reste de la Terre. Mais au niveau local, il y a des choses. Non seulement on peut faire, mais il y a surtout des choses qui se font. L'été suivant, je ne sais plus, non, c'était l'été dernier. On était dans la vallée de la Roya, donc dans les Alpes du Sud, au-dessus de Nice, où il y avait eu la tempête Alex. Et là, ça a été une tempête d'une violence extrême. Heureusement, il n'y a pas eu trop de morts humains, mais il y a eu des dégâts matériels énormes. Alors, ce n'est pas un produit direct du changement climatique, mais l'intensité est à peu près sûrement liée au changement climatique. Les gens, il y en a un certain nombre qui sont partis. Et puis les autres, ils restent là, ils construisent, ils font des choses. C'est-à-dire, ils se focalisent pas sur une fin à venir. Ils vivent là où ils sont et ils essaient de faire quelque chose. Et ils font des choses. Donc la défense de la nature ou la protection de la nature, elle doit se faire à l'échelle locale. Elle serait plus efficace en tout cas. C'est là qu'on peut faire des choses. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'il faut se replier sur le local. Ça veut dire que, c'est Bruno Latour qui dit ça, il a raison, il faut saisir localement les effets d'un phénomène global. Mais si on en reste à l'appréhension globale, on est impuissant. Le global, on peut le saisir là où il se localise et à condition de rester lié avec le reste du monde, comme le font les habitants de la Roya. Donc vous ne défendez pas l'idée qu'on est très impuissant, en même temps d'ailleurs qu'on est très puissant, puisque l'Anthropocène a montré à quel point... L'Anthropocène, oui. Alors peut-être que pour les gens qui ne savent pas, l'Anthropocène, c'est une proposition qui a été faite au début des années 2000 par Paul Crutzen, qui était prix Nobel de chimie, et de dire, on était, l'époque géologique dans laquelle on était celle de l'Holocène, qui datait de 13 000 ans après, à peu près, qui était une époque de stabilisation du climat qui a permis le développement humain. Et on est en train de changer d'époque parce que le poids humain sur Terre, l'impact, alors l'impact démographique, mais encore plus l'impact technique, est tel que on est en train de changer, d'affecter le système Terre dans son ensemble. Donc à la fois, jamais l'humanité n'a été aussi puissante, puisqu'elle est capable d'affecter. Alors, il ne s'agit pas de retrouver les traces des humains. Les traces des humains, on les trouve depuis Homo sapiens. Mais elle affecte le cycle du carbone, elle affecte le cycle de l'azote, elle affecte les grands cycles biochimiques dans leur ensemble. C'est toujours Gaïa, c'est la Terre comme un système. Mais en même temps, on ne peut rien faire. Donc on est à la fois extraordinairement puissant et en même temps complètement impuissant puisque ça nous échappe. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour terminer ? Michel Serres, lui, parlait de contrat naturel. On peut vous parler du contrat naturel si vous voulez. C'est ça ? Qu'est-ce que vous aviez une question associée à ça ? Michel Serres a parlé du contrat naturel. Qu'en pensez-vous, Catherine Larère ? Alors, je vous ai dit comment j'étais rentrée dans ces questions écologiques. Et donc, j'avais été invitée à
un colloque d'éthique environnementale à Porto Alegre, dans le sud du Brésil. Et quand même, je suis arrivé avec quelque chose à présenter, hein, même si je ne connaissais rien à l'éthique environnementale. Et donc, je ne connaissais rien à l'éthique environnementale, je ne connaissais pas grand-chose aux questions d'environnement, mais je connaissais bien Michel Serres, et j'avais lu le contrat naturel, qui avait provoqué au moment il est publié en 1990, hein, qui avait provoqué au moment de sa parution des moqueries, le contrat naturel, comme si on pouvait contracter avec la nature. Maintenant, ça paraît tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que disait alors? Qu'est-ce qu'il y avait pour moi d'important? Je veux dire, depuis, je comprends mieux que quand je l'ai présenté. Mais enfin, j'avais envoyé la communication que j'avais faite à Michel Serres, qui en avait été content. Donc, je me suis dit, bon, ça va. C'est pas complètement stupide ce que j'ai dit. Alors, je crois que je parlais d'Anthropocène. Un des éléments très novateurs qu'apportait Michel Serres en 1990. Donc, dites-vous bien que le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts du climat, donc ces scientifiques qui réunissent toutes les données qui permettent de déterminer le changement climatique, est créé en 1988 et fera son premier rapport, je crois, en 1991. Donc, il n'y a pas encore de rapport du GIEC. On ne sait pas. Alors, on sait. Bien avant 1900. Si on crée le GIEC, c'est qu'on pense qu'il y a un changement climatique. Mais on n'est pas encore complètement sûr qu'il est, comme on dit, anthropique. D'origine humaine. D'origine humaine. Donc on ne sait pas s'il existe vraiment et s'il est d'origine humaine. Et donc, Michel Serres, en 1990, alors qu'il n'est pas sûr, sans formuler l'hypothèse de l'Anthropocène, mais dit ce que la nouveauté que va dire l'Anthropocène, qui est la rencontre de l'histoire de la nature et de l'histoire des hommes. Ce qui était jusque-là complètement séparé, il y a d'un côté la nature et de l'autre côté les hommes. Il le dit, alors Michel Serres est quelqu'un qui écrivait très bien, je vais citer de mémoire, bon, mais il dit, il y a du nouveau en philosophie. L'histoire humaine rentre dans la nature, l'histoire de la nature rentre dans l'histoire humaine. Il dit ça mieux. Et donc, cette impossibilité, du coup, de tenir la position dualiste, il y a d'un côté l'histoire de la nature, il y a de l'autre côté l'histoire de l'homme, c'est le point de départ du contrat naturel. L'autre idée, j'y faisais un peu allusion en répondant à mon interlocutrice, à Sophie, c'est que ce qui forme la conception de la nature, à un moment donné, c'est l'état de la science, c'est l'état des sciences. Et donc, ce qu'il entendait, une des sens qu'on pouvait donner au contrat naturel, c'était de dire il faut faire se rencontrer les scientifiques et les politiques. Parce qu'au fond, cette crise environnementale, c'est, disait-il, une mise en question de la science, en tout cas une mise en question de la façon dont, depuis le XVIIe siècle et la condamnation de Galilée, pour ne pas recommencer des choses pareilles, il y a d'une part ce que disent les scientifiques et de l'autre ce que disent les politiques. Et donc on ne va pas embêter les scientifiques si eux-mêmes n'interviennent pas en politique. Or, le contrat naturel, c'est faire se rencontrer ces deux choses. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le GIEC, c'est une sorte de réponse au contrat naturel. Alors, il y a aussi des côtés plus affectifs, plus subjectifs, hein, où il s'agit de retrouver un contact avec la nature que l'idée de contrat naturel. Mais je pense que la grande nouveauté de Serres, de Michel Serres, en publiant le contrat naturel, c'est de dire, voilà, on ne peut plus traiter séparément de la nature d'un côté et de l'homme de l'autre. Il faut se faire se réunir les deux sans que l'un mange l'autre. Et c'est ça qu'il appelle le contrat naturel. Et que vous partagez... Ah ben oui, moi je veux dire, je suis arrivé à Porto Alegre avec cette présentation de Michel Serres. C'est là d'ailleurs que parmi les philosophes de l'environnement américains que j'ai rencontrés, il y en a un qui un peu grâce à moi, a été depuis beaucoup traduit en France, qui est John Baird Callicott. Et Callicott reconnaît que cette
cette mise en évidence de la globalisation de la question environnementale, c'est Serre qui, philosophiquement, le premier le dit. Est-ce que les politiques ont écouté les scientifiques? On a vraiment l'impression qu'ils continuent à faire ce qu'ils veulent dans leur propre intérêt ou dans l'intérêt des firmes multinationales dont ils sont les larbins? Si vous voulez, je ne peux pas vous donner une réponse simple à cette question, mais en tout cas, sur le GIEC, il y a un gros effort sur le GIEC pour lier science et politique sans que l'un détruise l'autre. Donc, de ce point de vue-là, il y a un énorme effort de fait, et c'est pour ça que des gens comme Jean Jouzel ou bon, d'autres Climatologues, les membres du GIEC. D'autres membres du GIEC sont des gens extrêmement intéressants. Alors, ceci dit, si vous parliez d'impuissance, on fait si peu de choses, c'est pas forcément que les politiques veulent pas entendre les scientifiques, c'est qu'ils veulent pas faire quelque chose qui est scientifique ou pas. Hein. Et que, de ce point de vue-là, c'est là, par exemple, je ne serais pas d'accord quand des gens comme Greta Thunberg disent « il faut écouter les scientifiques », ça ne suffit pas. Hein. Si la nature entre dans la politique, il faut aussi qu'il y ait une élaboration politique de la question écologique. Ce n'est pas uniquement aux sciences dures, comme on dit, aux sciences de la nature. Elles ne proposent pas des solutions. Non, d'ailleurs, les experts du GIEC ne font pas de recommandations. Ils le disent bien. Hein. Et donc, il y a énormément... Moi, je reprocherais pas aux politiques de ne pas écouter les scientifiques, je reprocherais aux politiques de ne pas faire leur tâche de politique, c'est-à-dire de ne pas élaborer la dimension politique des questions écologiques. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Vous avez peut-être entendu parler des limites de la Terre. Hein, là, il y a toute une science maintenant des limites planétaires. J'ai parlé du cycle du carbone, etc. Bon, et donc là où l'équilibre ne tient plus. Voilà, Rockström, enfin autour de Rockström, d'un institut qui est en Suède, il y a une détermination d'un certain nombre de limites et de dire attention, si on franchit ces limites, on entre dans des zones pas claires. Mais ce qu'on établit au niveau planétaire, il s'agit de le traduire pour chaque pays politiquement. Parce que si vous prenez par exemple la Convention citoyenne, qui a fait des choses très bien, mais quand elle disait, elle définissait l'écocide comme le crime contre l'écosystème, comme dépassement des limites planétaires, comment vous allez déterminer au niveau de la France ce que c'est dépassement de limites qui existent au niveau planétaire. C'est là que je dis que tout est à élaborer, non pas au niveau local, mais il faut trouver des échelles d'application du global. Je rappelle que vous vous étiez engagé contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, justement au nom de l'action locale qui pouvait faire quelque chose. Mais voilà un exemple de... ça n'a pas été un échec, ça a été un succès. Alors, ce n'est pas directement les gens de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui ont gagné. S'il n'y avait pas eu la mission de trois intermédiaires qui ont retravaillé sur le dossier, la décision n'aurait pas été prise par Édouard Philippe, qui était actuellement Premier ministre, et qui n'a pas pris la décision pour des raisons écologiques. Hein. Alors, pas pour un sou, simplement, et c'est là que la ZAD est importante, il s'est dit, si je maintiens... j'ai pas les moyens de faire face à une révolte contre la réalisation... Non. Donc c'est une question qui est à la fois politique, qui en même temps, on peut dire, engager le monde entier, parce que étendre l'aéroport, c'était multiplier les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous avez typiquement quelque chose où il y a un succès, là on n'a pas été impuissant, où le succès n'est pas attribué à une seule action, mais c'est à un ensemble d'actions. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais... Pas forcément pour les bonnes raisons, mais quand la bonne décision est prise, tant mieux.
On va se quitter sur cette note optimiste. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Pierre Bibring, astrophysicien, à qui on demandera voilà, sa définition de la vie, et vous ne serez pas déçus. Merci à tous. Merci à ceux d'entre vous qui nous regardez sur YouTube. Bonne soirée.